Dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Cela ne semble pas intéresser grand monde. Ce n'est jamais au centre du débat national les nombreux et meurtriers accidents de voitures sur les routes sénégalaises. Au moins 10 morts cette semaine, rien que dans les régions de Fatick et Thiès. Et puis, comment ne pas s'émouvoir de ce qui s'est passé ces dernières heures à l'hôpital de Linguère, un incendie dans le service de néonatologie, le service qui accueille les nouveau-nés prématurés ou les nouveau-nés qui ont besoin de soins particuliers. Au moins 4 bébés ont trouvé la mort dans cet incendie. Bonjour Mamadou Diop de Croix. Bonjour Babacar, merci de m'avoir encore une fois convié sur votre plateau de Grand Jury de RFM. C'est extraordinaire ces deux informations que vous venez de donner. En particulier cet incendie, je ne peux pas m'imaginer un tel événement et je me pose la question de savoir si même des enquêtes sérieuses vont être menées pour déterminer les causes de ce drame extraordinaire. 4 bébés. Les accidents de la circulation également, vous avez raison de dire que beaucoup de monde ne s'y intéresse pas. Personnellement, j'avais déjà interpellé le président de la République et le gouvernement le 29 octobre dernier. Je crois qu'il y avait un accident qui avait fait 16 morts et une trentaine de blessés. C'est un problème très sérieux, mais c'est lié encore une fois évidemment à pourquoi, comment expliquer cette indifférence totale sur ces drames? Parce que depuis des décennies, on vit avec ça. Finalement, les gens, ils s'ajustent, voilà, comme on dit, on s'ajuste. Vous savez, c'est très compliqué. Et même, regardez par exemple la saleté. Finalement, vous vivez avec, vous ne voyez même plus ça. C'est peut-être un autre œil qui vient voir ça. Nous avons de sérieux problèmes. Ouais. C'est quoi l'origine du problème, Mamadou Diop de Croix? C'est la gestion. Parce que tout cela marque les mentalités. Et quand vous avez un environnement caractérisé par l'impunité, le laisser-aller, etc., le manque de rigueur, le manque de rigueur, voilà, le manque de rigueur. Et ça, évidemment, on ne peut pas avoir quelque chose de correct dans un environnement où la rigueur n'existe pas. Voilà. Certainement, il y a une part de responsabilité des dirigeants et une autre pour la population. C'est la pédagogie par l'exemple et par le haut qui peut donner des résultats en termes de rigueur. La pédagogie par l'exemple et par le haut. Merci d'avoir en tout cas répondu à notre invitation, Mamadou Diop de Croix. L'État ne vous abandonnera pas. La phrase du président de la République adressée à la jeunesse jeudi lors du conseil présidentiel dédié à l'employabilité des jeunes. Et le chef de l'État d'annoncer un plan d'urgence appelé Khayundaouni, une sorte de plan Marshall de Macky Sall. Question, va-t-il marcher? Mamadou Diop de Croix. Bon, vous parlez de plan Marshall, il ne marchera pas ici. Je crois que ce qui s'est passé, cet exercice à Diamniadio, est l'expression de quelque chose qu'on n'a pas nommé. C'est l'expression d'un échec lamentable. Je n'aurais pas souhaité cet échec parce que, évidemment, c'est des millions de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est un échec. Ce qui s'est passé à Diamniadio est l'expression d'une décennie d'échecs en matière de politique d'emploi. Plus qu'une décennie, parce qu'on peut jeter un coup d'œil. Depuis 60 ans, on n'a pas réglé le problème. Regardez cette étude menée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à travers sa faculté économique et via le CREFDES, le Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social, qui a produit donc cette étude très fouillée sur le sujet et a produit un document intitulé « Améliorer les politiques d'emploi des jeunes
en Afrique francophone. Et ce document dit que depuis 40 ans, des agences gouvernementales ont été créées un peu partout, mais cela n'a jamais permis une insertion correcte des jeunes dans le marché du travail. Absolument. Au fond, cette étude permet finalement d'établir un lien. Parce qu'il parle de l'Afrique francophone, il ne parle pas seulement du Sénégal. Elle ne parle pas seulement du Sénégal. La conclusion qu'on en tire, c'est que l'Afrique francophone est encore dans les méandres de l'absence de perspective. Parce que simplement, cette Afrique francophone ne s'est pas libérée, n'a pas libéré la créativité, l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas opéré de rupture par rapport aux politiques coloniales. Voilà le fondement du problème. On ne peut pas parler d'améliorer l'employabilité ou les politiques d'emploi, etc. Non, parce que ces questions d'emploi sont des questions économiques. Voilà l'erreur de Macky Sall et il ne s'en sortira pas. C'est pas par des décrets. Vous voulez dire qu'on ne peut pas déployer un plan comme ça en dehors de la machine économique existante? Absolument, tout à fait. On ne peut pas créer des emplois par décret ou par des lois. C'est en construisant une machine économique forte, dynamique, porteuse, que vous pouvez avoir de l'emploi. Alors, on ne l'a pas ici. J'ai lu le discours du président. Franchement, je suis désolé de le dire, il est complètement à côté de la plaque. Le plan de Macky Sall dit la création de 91 000 emplois, en tout cas 91 000 recrutements et 353 000 auto-emplois. Déjà le recrutement de 65 000 jeunes lancés en mai prochain, ça a été déjà annoncé au mois de mars dernier. Vous pensez que tout cela ne se fait pas si on n'huile pas davantage la machine économique? Non, il faut réinventer. Ne me parlez pas de huiler davantage. Il faut réinventer la machine économique de ce pays-là. Quelle est aujourd'hui la structure de cette machine économique? Où est l'agriculture? C'est le principal pilier. Ben voilà. Que devient l'agriculture sénégalaise aujourd'hui? Enfin, depuis... Le gouvernement dit avoir enregistré des récoltes records ces dernières années. Alors voilà, donc voilà, on annonce des récoltes records. Après, on vous annonce des milliers d'emplois bientôt, etc. Franchement, les Sénégalais... D'ailleurs, bon, Babacar, c'est parce qu'on est en émission. Vous m'interrogez, j'y réponds. Allez dans les grandes places, les Nanoukaï, Ataï, les salons. Personne ne discute de ce discours de Macky Sall. Personne. Personne n'y croit. Alors, moi, j'aurais préféré que cet entretien se transformât plutôt en un échange sur... Mais vous parlez de réinventer la machine économique. Comment la réinventer selon votre vision? Merci beaucoup. C'est ce type, à mon avis, de questions. Allez, répondez. Babacar, non, je suis en train de répondre. Ces commentaires et ces remarques sont des éléments importants de ma réponse. Je considère qu'à partir du moment où celui qui est à la tête du pays ne sera plus candidat en 2024, le débat doit davantage porter... Un autre débat qu'on évoquera, qu'on abordera tout à l'heure. Le débat doit porter davantage sur les alternatives qui puissent mettre fin à 60 ans de galère. C'est ça la question fondamentale. Alors, vous semblez dire une formule magique. Je vous dis que quand on parle d'économie, d'emploi, on doit parler d'abord d'économie. C'est l'économie qui crée des emplois. Ce ne sont pas des décrets et des lois qui créent des emplois. Bien sûr, indirectement, l'entreprise nationale. Regardez l'entreprise nationale. Aujourd'hui, tous les marchés sont gagnés par des sociétés étrangères. Le président de la Chambre de commerce, M. Mboup, vous a dit qu'en 2019 ou 20, nous avons
perdu 3 000 milliards de francs CFA de marché qui auraient pu être exécutés par des entreprises sénégalaises qui ont été gagnées par des entreprises étrangères. Prenez 3 000 milliards de francs CFA, injectez-les dans l'économie, mais vous aurez des emplois de la jeunesse, pour la jeunesse. Donc, et bien d'autres problèmes. Si vous lisez la littérature du secteur privé sénégalais, tout compartiment confondu, CNES, CNP, etc., etc., mais ils vous disent la même chose. Le Sénégal, le gouvernement ne s'occupe pas du secteur privé sénégalais. Et vous voulez avoir des emplois. Cette économie est tirée par les télécoms, les services financiers, etc., etc. Les bénéfices vont à l'étranger. On se glorifie de taux de croissance, 6%, etc., etc. Mais qui tire cette croissance? Regardez l'agriculture, regardez la pêche, regardez l'élevage, regardez l'artisanat, qui aurait pu être qui doivent être la base de notre économie. On est encore dans l'arachide. C'est les Français qui ont introduit l'arachide. C'était cohérent pour eux. Parce que le Sénégal produisait l'arachide, le Mali et le Burkina produisaient le coton, la Guinée, la banane, la Côte d'Ivoire, café, cacao. C'était cohérent. Et l'Indochine, le riz. Abdoulaye Wade a essayé, de varier les cultures. Oui, ça n'a pas pris. Avec la Goana, il a diversifié. Disons, l'idée était bonne. Mais naturellement, encore une fois, je vous ai parlé de rigueur dès le départ. Dès le départ. C'est-à-dire la rigueur est la base de tout succès. Quel que soit le domaine. Si vous n'avez pas de rigueur, ça ne marche pas. Le président Wade a injecté des milliards dans la Goana. Mais il y a une expression, je ne sais pas si le président Wade d'ailleurs connaît cette expression, mais qui circulait un peu. Moi, un ami, c'est un entrepreneur, qui m'a dit, dans son domaine, ah oui, telle chose va se passer, ça va être ma Goana. Voilà. Donc beaucoup de gens se sont fait les poches, se sont enrichis avec la Goana, alors que l'objectif était ailleurs. Donc, c'est la rigueur d'abord, mais cette filière arachidière, jusqu'à présent, quand on dit agriculture, instinctivement, les gens pensent arachide. Est-ce que c'est normal? Quel est le travail qu'il faut faire pour varier, pour changer les mentalités aussi? Il faut développer, avoir une bonne conception de l'agriculture. L'arachide est une filière, qui est là, on ne va pas l'éliminer. Peut-être même qu'on peut l'améliorer et même produire plus. Mais rigueur, organisation, etc. Mais la culture du riz. Maintenant, le riz même a été introduit par les Français. Aujourd'hui, même dans les zones rurales, on se nourrit de riz. On importe combien? De centaines de milliards de riz. Le Macky Sall nous avait dit, en 2017, nous aurons l'autosuffisance alimentaire en riz. En 2019, nous avons importé 200 milliards de francs CFA de riz. Donc, échec là également. Nous avons des dizaines de milliards de mètres cubes d'eau que nous pouvons utiliser pour que nos paysans travaillent 12 mois sur 12 au lieu de travailler 4 mois sur 12. Il y a une grosse incompréhension de la part d'une partie de l'opinion. De Richard Toll à Bakel, vous avez des étendues de terre et vous avez le fleuve à côté. Et ça reste inexploité depuis que le Sénégal existe. Absolument. Alors, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais c'est la vision qui ne marche pas. Ce sont les préoccupations qui ne correspondent pas à ce qu'elles doivent être, en tout cas pour un gouvernement qui est là au service du peuple. Voilà le problème de fond. De quoi s'occupe-t-il? De quoi s'occupe-t-il? Moi, si je suis président... Ce n'est pas la responsabilité d'un seul régime. Hein. Non, mais d'accord. Non, je vous dis.
Pas seulement de celui actuel. Depuis 60 ans, mais au moins le président Wade avait quand même cette perception, il avait cette vision. Bon, il n'a pas eu le temps d'une part et d'autre part, les réformes nécessaires qu'il fallait mettre en place pour dérouler cette vision-là, il ne les a pas opérées. Vous voulez dire Wade le meilleur de tous? Non, c'est pour les présidents qui sont déjà passés, c'est clair qu'il est le meilleur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien. Alors, donc, un secteur primaire, on a 700 km de côte, on a 3 fleuves, on a 200 000 km carrés, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de canyon, etc., qui nous empêchent. Nous sommes en plateau. C'est tout. Alors, et cette eau-là, de la terre, et des gens qui veulent s'en sortir, les Sénégalais. Ils veulent s'en sortir. Par conséquent, avec un minimum de vision et d'organisation et de rigueur, on peut effectivement s'en sortir. Regardez l'élevage. Il tire, il traîne, j'allais dire la patte. Ça ne marche pas. Bon, l'artisanat. J'ai été visiter le village artisanal de Guédiawaye. Ils m'ont dit, mais nous, avec la pandémie, le président nous avait promis 30 milliards. Ils n'ont toujours pas reçu leur part de... Rien jusqu'à présent. Voilà, on n'a rien reçu, etc. Voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, pendant ce temps, pour parler toujours du secteur primaire, de l'agriculture, élevage, etc., on bazarde des centaines de milliers d'hectares, mais à des étrangers. Non. Je crois que l'Afrique a besoin de rupture. Ce rapport, je ne l'ai pas lu, il parle d'améliorer, c'est pas le terme est impropre. Il ne s'agit pas d'améliorer, il s'agit de rupture. On a dû faire... Tout reprendre à zéro. On a dû faire... Tout reprendre à zéro alors. On ne reprend jamais à zéro, il y a toujours une base. Le fer de la Falémé, la mécanisation de l'agriculture. Et voilà, on nous dit oui, on va importer 1000 tracteurs, d'ailleurs on n'en parle plus, du Brésil ou de je ne sais pas quoi. Ceux qui construisent les tracteurs ici et là, ils font les tracteurs en fonction de leur sol, etc. et tout ça. Alors nous, pourquoi on ne transforme pas notre fer de la Falémé pour en faire voilà, l'utiliser dans tous les domaines? Ça nous permettrait de mécaniser. Vous ne frôlez pas un peu l'idéalisme parce que ça demande beaucoup de moyens. Voilà l'idéalisme. Donc, ce n'est pas possible. Voilà la différence. Je n'ai pas dit ça. Alors, ça, c'est l'industrie lourde. Transformer le fer en fer utilisé pour la mécanisation de l'agriculture, pour les chemins de fer. On n'a plus de chemins de fer. On n'aura pas le développement tant qu'on n'aura pas de chemin de fer. Il va en France avec Alstom, on lui prête 200 millions d'euros. Il fait le BRT qui, depuis 5 ans, est là, qui a divisé les villes, personne ne peut circuler, etc., etc. Pendant ce temps, au Nigeria, avec 400 et quelques milliards de francs CFA, ils ont fait un TGV de 200 km. Nous, ici, 50 km, 60 km, on met 600 milliards. Et depuis 5 ans... dans la première phase, 36 km dans la première phase. Alors, et ça ne marche pas. Vous voyez, voilà. Ça veut dire que ces phénomènes vous montrent la nature du régime que nous avons et, disons, quelle est sa vocation réelle. C'est de servir les intérêts étrangers, mais pas les intérêts nationaux. Alors, quand on vous écoute, quand on vous entend, Mamadou Diop Decroix, vous n'y croyez pas alors ce plan de relance de l'économie sénégalaise post-Covid-19 expliqué à l'opinion il y a quelques mois par le gouvernement? Alors, je vous ai dit que c'est l'expression d'un échec. Comment depuis 9 ans, bientôt 10, le président de la République n'a pas pu imaginer qu'il ne s'occupait pas comme il le faut de la jeunesse. Il a fallu que des milliards soient perdus par les destructions
que des vies humaines soient perdues, que des centaines de blessés soient décomptés, pour qu'il trouve enfin qu'il ne s'est pas occupé correctement de la jeunesse. Voilà le problème. Pourquoi ces 450 milliards dont il parle, on ne les a pas utilisés auparavant? On vous parle de DER, on vous parle de ANPEJ, on vous parle de etc., qui existent depuis toujours. Il met en place ces instruments avec des responsables qui sont politiques. Il vous dit, si vous ne gagnez pas chez vous, je vous fais sauter. Attention à l'amalgame. Alors, dans ce cas-là, évidemment, les directeurs, ils ne s'occuperont pas de ce pourquoi ils devraient être là. Ils s'occupent d'autre chose. On met des politiciens à la tête des entreprises publiques et on va avoir des résultats. Je parle de politiciens, je ne parle pas de politique. Certains pensent que les politiques, ils se frottent les paumes pour montrer qu'ils ne sont pas en politique parce que la politique c'est sale. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui sont en politique qui sont plus propres, ou en tout cas qui ne sont pas moins propres que ceux qui pensent être normal plus que propres. vous défendiez votre chapelle, on vous le conseille. Ah, c'est absolument pas. Tout le monde est en chapelle politique, Babacar Fall. Tout le monde. Même ceux qui n'ont pas de... Vous-même, vous êtes en chapelle politique. Bon, chacun y occupe une place, bien entendu. Donc je pense que on doit réinventer tout. On doit rompre avec ce qui se fait depuis 1960 et c'est partout en Afrique francophone. Alors, comment Macky Sall il va dérouler ce plan pour insérer les jeunes dans le marché du travail avec le contexte économique actuel cette économie extrêmement fragilisée par la pandémie de Covid-19? Vous pensez qu'un pays comme le Sénégal peut relever ce genre de défi? Ah oui, mais les Sénégalais peuvent relever tous les types de défis, mais pas avec un régime comme celui-là. C'est pas possible. Vous voulez demander aux jeunes d'attendre une alternance en 2024 peut-être pour espérer trouver du travail? Non, de toute façon, moi, ce n'est pas à moi de dire à la jeunesse ce qu'elle a fait. Pour l'instant, c'est le président Macky Sall qui est là. Mais voilà, théoriquement, il est là pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Je constate qu'il n'y arrive pas. Bon, mais ça, c'est son rapport avec les Sénégalais. Quelle doit être la conséquence politique pour vous? Il doit dégager. Démissionner? Non, enfin, je ne sais pas. Il faut lui poser la question de ce qu'il doit faire. En tout cas, il doit dégager. Dégager, c'est terminer son mandat et partir? Il dégagera en 2024. Il ne dégage pas d'ici 2024. Il dégagera en 2024. Il n'a pas encore donné sa réponse sur son intention, ses intentions pour 2024. Pas très clair. Non, comme je vous dis, moi je considère que Macky Sall ne sera pas notre adversaire en 2024. Donc il faut qu'aujourd'hui, tous ceux qui pensent pouvoir présenter des alternatives crédibles pour le Sénégal et pour l'Afrique, puisque moi je suis un panafricain, je ne pense pas le Sénégal sans l'Afrique, ce débat de vision, de projet de société, de programme, est devenu plus que nécessaire pour que les Sénégalais apprennent finalement à élire. Parce que jusqu'ici, nous avons appris depuis avec Abdou Diouf à démettre. Mais nous n'avons pas encore appris à élire. Et c'est ça. Quand le président Wade partait, beaucoup de Sénégalais portaient un grand espoir sur le président Macky Sall. Cet espoir est déçu. Les gens ont créé des mouvements rétus par-ci, par-là, etc. Bon, il se pourrait bien qu'après Macky Sall, les choses soient pires. Et si on y prend garde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, que si nous ne changeons pas, et sur ce plan-là, tout à l'heure, vous nous avez un peu taquiné les acteurs politiques. Je conçois parfaitement ça. Nous avons une responsabilité
La responsabilité, ce n'est pas seulement de dire oui, il n'a pas travaillé, il n'a pas réussi, il a échoué, etc. Tout ça, c'est bien beau. Mais que faut-il faire pour que ça marche? Parce qu'aujourd'hui, on dit politicien, il n'y a pas. Voilà. Est-ce que l'opposition actuelle, dans sa composition, dans ses différents profils, présente assez de gages pour mériter la confiance des Sénégalais pour changer les choses? Non, sur ce plan, je ne peux pas répondre. Je peux répondre pour notre parti. Je ne peux pas répondre pour les autres. Ce que je sais simplement, c'est que, en tout cas en Afrique, les acteurs politiques de l'opposition ont une responsabilité très lourde. C'est celle de penser une alternative crédible aux politiques qui sont en place depuis 1960. On n'en a presque pas vu. La Guinée, Alpha Condé, ça devient même un vieil exemple. Il y a le Bénin, Patrice Talon, qui déçoit une grande partie de son opinion. Est-ce que aujourd'hui, les oppositions en Afrique sont-elles assez crédibles pour mériter tous les espoirs des peuples? Non, on ne peut pas globaliser. Il ne faut pas dire les oppositions. En général, ceux qui sont les plus connus, ce sont ceux qui ont fait l'État, qui se sont enrichis par le biais de l'État, etc. Voilà. Mais ces gens, ils ont l'argent, mais ils ne savent rien faire pour changer. Talon était riche, et riche, m'a-t-on dit, je ne le connais pas. Bon, il s'est arrangé avec son argent pour prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est en train de retourner le Bénin aux années... un recul démocratique. Mais bien sûr, aux années de dictature, d'autocratie, etc. Et ça ne se terminera pas bien. C'est clair au Bénin. Ça ne se terminera pas bien. Donc, on a le sentiment que quelque part, les Africains, ceux qui dirigent en tout cas, parce que je ne parle pas des peuples, ce sont, disons, c'est le défaitisme. C'est le défaitisme. Peut-être même que le terme est impropre. Oui, je le corrige. Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour les objectifs dont nous parlons. Donc on ne peut pas dire que c'est la défaite. Par exemple, j'ai dit échec de Macky Sall. Peut-être que ce n'est pas un échec. Est-ce que c'était ça son objectif? Je crois que ce qui était réellement son objectif, peut-être qu'il est en train de le réussir. C'était quoi? Non, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Et pour ce qui est de cette élection présidentielle en 2024, une élection ouverte selon beaucoup d'observateurs, vous êtes favorable au retour de Karim Wade, favorable à ce que Khalifa Sall retrouve ses droits politiques et civiques, par exemple? Oui, c'est dans la plateforme du Front de résistance nationale. Hein. C'est un point très très important que Karim Wade et Khalifa Sall, Khalifa Babakar Sall, retrouvent leurs droits civiques. Karim Wade me fait dire que lui, il demande une révision de son procès. Et vous la répétez? Ah oui. Il y a quelques jours, lui, il dit que ce qu'il veut... Il y a eu un entretien téléphonique qu'il vous a... Oh, oui, bon, on se parle souvent. Donc, voilà, mais l'un dans l'autre... Il n'est même pas alors pour une amnistie qui pourrait disqualifier... Il n'est pas pour ça, lui. Pour son cas personnel, il n'est pas pour l'amnistie, il est pour la réouverture de son procès. Bien. Quels sont les jalons qui ont été posés par lui, par ses conseils, par sa famille politique, sa famille biologique pour ça? Babacar, franchement, voilà un type de question dont je ne veux pas discuter. C'est-à-dire, vous avez un pays où on prétend être en démocratie, où celui qui est à la tête de l'État a éliminé par la loi des adversaires. La justice a déjà délibéré sur le cas Karim Wade. Je termine. La justice a déjà délibéré. L'arrêt de la CRI qui a organisé le procès. Je termine. Alors, il dégage 2 de ses adversaires politiques avant l'élection. À l'approche de l'élection, il dégage plus de 20 candidats à la présidentielle. Et il choisit ses candidats. 4.
candidats. Et on va discuter ici de ça. Oui, la loi, l'article, la CREI, qui est une juridiction d'exception. J'ai été condamné, moi, 8 mois de prison par une juridiction d'exception, la Cour de sûreté de l'État, pour avoir écrit un article dans un journal clandestin. C'était il y a 30 ans ou 40 ans derrière. Voilà où on en est, mon cher ami. On est dans le gouffre. Quand j'entends les gens dire, oui, vraiment, on va vers... Non, on est dedans. On est dedans. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que on se réveille. J'ai l'impression quand même que ce qui s'est passé en mars est un coup de semonce. Malheureusement que le président de la République, je crois, n'a pas compris. Alors sur Karim Wade, on revient quelques secondes. Qu'est-ce qui va être fait par lui et par vous peut-être pour que son procès soit repris? De toute façon, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a clairement dit ça. Donc, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas des histoires de droits, d'articles, de lois. Non, non, non. Volonté politique, c'est-à-dire il faut en discuter avec l'exécutif. Si le président de la République veut il faut en discuter avec l'exécutif. Soit réglé, oui. Ce problème sera réglé. Comment il doit faire Macky Sall alors? Il faut lui poser la question. Vous l'évoquez, dites-nous. Il faut lui poser la question. C'est-à-dire que... Vous êtes pour des négociations? J'ai le sentiment qu'on est très, très, très loin des exigences du moment. C'est-à-dire que nous sommes en train de discuter de vétilles, alors que nos pays sont dans un très grave danger. La guerre est à nos portes au Mali. Vous faites des questions démocratiques aussi, votre cheval de bataille. Niger. Elle est à nos portes. C'est vous qui submergez l'opinion en Côte d'Ivoire. C'est vous les hommes politiques. C'est vous les hommes politiques qui submergez l'opinion de questions politiciennes. Ne vous en offusquez pas. Quelles sont ces questions? Karim Wade, Khalifa Sall. Oui, élection locale, ça a tenu décembre, janvier, voilà, où on en est aussi. Alors ça, vous allez dire les politiciens. Non, mon cher ami. Mais quand Wade était là, ces problèmes... Vous avez raison de dire qu'on s'occupe des détails, parce que l'opposition dit on tient l'élection en décembre 2021, le pouvoir dit non, au plus tard janvier 2022, et on se chamaille pour ça, pour un délai d'1 mois. Alors, c'est la responsabilité de qui, ça? Je suis en train, Babacar, vraiment de vous parler des menaces qui pèsent sur nos pays-là. Et nous sommes là en train de parler de détails. Oui, c'est la faute des hommes politiques. Fondamentalement du président de la République. C'est-à-dire que Macky Sall aurait dû aujourd'hui prendre de la hauteur, comprendre ces enjeux-là et décider d'apporter les transformations qu'il faut pour que le Sénégal continue d'avoir la stabilité, la paix, mais également de servir quand même de référence jusqu'à un certain point. Malheureusement, je crois qu'on ne le comprend pas. Le terrorisme, justement, la menace terroriste, on y est. Vous avez une lecture particulière sur ce cercle de feu dans le Sahel, la mort d'Idriss Déby. Est-ce que vous pensez que cette menace-là est de plus en plus pressante sur nous, sur le Sénégal? Je ne suis pas dans les renseignements, moi je suis dans la politique. Et c'est le plus court chemin pour comprendre. Il n'est pas nécessaire de présenter à l'opinion, disons, l'idée selon laquelle les problèmes sont compliqués à comprendre. Non, les problèmes sont très simples à comprendre. Depuis 1960, nos peuples ne sont pas encore arrivés à se débarrasser de ce que la France avait mis en place, du système néocolonial que la France a mis en place ici avant de partir. Nous ne nous sommes pas encore séparés de ce système. Et c'est cette question-là qui est posée aujourd'hui. Alors, Déby, vous avez vu que Macron est allé là-bas. Bon, je ne suis pas en train de mettre tout sur le dos de la France. Non, la France travaille pour ses intérêts.
nous autres devons aussi travailler pour nos intérêts. Et travailler pour nos intérêts, c'est avoir des responsables conscients. L'Afrique ne peut pas être le continent le plus riche du monde et les Africains être les citoyens les plus misérables de ce monde. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Il faut y mettre un terme. Décolonisation totale, comme vous dites. Absolument. C'est quand même impressionnant de penser toujours qu'il y a des bribes de colonisation dans nos pays. C'est pas des bribes. Comment c'est des bribes? Le terre, c'est quoi? Alstom était en C'est pas de la difficulté. colonisation formelle en tout cas. Donc, Non, vous n'avez plus de gouverneurs blancs, de commandants de cercle, etc. blancs. Non, bon, on a une administration territoriale. D'ailleurs, c'est pas jusqu'à une période récente, on parle de commandement territorial. Ça rappelle ce que nous savons, les chefs de dans certains canton. pays, l'appellation existe toujours. Le commandement Oui, tout à fait. territorial. Africain. Afrique pays de l'Ouest, africain. oui, Afrique de l'Ouest. Voilà, voilà. Ouais. Ah ben, le président vous a dit que Sénégalais beaucoup nous commander. Et il s'en plaignait. Le même Macky Sall, on parlait de ce conseil présidentiel qu'il a présidé jeudi à Diamniadio. Et il en a profité pour avertir les fauteurs de troubles. Les dernières manifestations, celles de mars, il dit que ça ne se reproduira plus et que l'État sera en quelque sorte prêt. Comment vous commentez cette déclaration? Vous prenez ça pour la posture qu'il faut pour un chef d'État ou vous prenez ça pour des menaces? Je suis triste. C'est une déclaration qui m'attriste. Parce que je vois clairement que l'homme n'a pas compris ce qui s'est passé. Il n'a pas compris. Et malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait autour de lui quelques-uns qui essayent de lui dire, de lui montrer clairement ce qui s'est passé. Moi, je m'attendais, dans son discours d'avril, à ce qu'il à le voir revenir sur les émeutes de mars 2021 pour en délivrer sa lecture, son analyse. On peut ne pas être d'accord avec son analyse, mais qu'il présente aux Sénégalais une analyse de cette situation. C'est ça qui aurait montré que le président de la République a compris ce qui s'est passé. Mais il n'en a même pas parlé. Regardez le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qu'il vive encore longtemps en bonne santé. Tout ce qu'il a fait avec les autres autorités religieuses coutumières qui ont tout fait en privé, en public, etc., pour que le calme, la paix puisse revenir. Dans son discours, il n'a même pas évoqué cela. Et ça prouve qu'il y a un problème. Et effectivement, ce problème-là doit tous nous inquiéter. Vous voulez dire que Macky Sall ne s'est jamais plié à la volonté des chefs religieux? Non, ce n'est pas une histoire de se plier à une volonté, etc. Qu'il a piétiné le pacte La preuve, il s'est adressé à eux pour avoir la paix. Donc c'est pas... Non. Franchement, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'expliquer que celui qui est à la tête du Sénégal n'a pas compris l'essence des émeutes de mars 2021. Et ça, c'est un gros problème pour le Sénégal. Parce que s'il pense... Ça va avoir comme conséquence sa déclaration sur... Oui, alors cette méprise sur méprise ou mépris? Cette méprise, je dis cette méprise, c'est-à-dire cette incompréhension. Oui, je sais. Oui, bon, voilà, je vois le jeu de mots. Cette méprise, donc, de l'essence des émeutes de mars 2021 va l'entraîner effectivement à déployer une politique qui sera aux antipodes des solutions réelles à ces émeutes, à ce phénomène-là. Et ça, malheureusement, personne n'y échappera parce que on aura un État qui est là, mais qui développe, qui est sur une voie qui est Vous craignez une grosse répression contre tous ceux qui tenteraient de... C'est pas à craindre, je parle d'objectif, c'est-à-dire je ne mets pas
de jugement, de valeur, etc. Je suis en train d'analyser objectivement, selon moi, des choses qui sont en train de se passer. Ces processus-là vont aiguiser, accentuer les contradictions sociales dans notre pays et peuvent déboucher sur de nouveaux affrontements qui seront infiniment plus graves si on y prend garde. Moi, je pense que le président devait prendre de la hauteur puisqu'il parle de régler les problèmes de la jeunesse, qu'il comprenne que ce sont des problèmes politiques également. Mais il n'en parle pas. Quand le marabout, le khalife général des Mourides, a saisi l'opposition, l'opposition a, disons, s'est pliée à ces demandes. Mais tout en lui précisant ce qui était également ses demandes à elle, à l'opposition. Mais ces demandes sont encore entre les mains du président Sall. Il n'en parle pas. Mamadou Diop Decroix, l'invité du grand jury, vous êtes également, au-delà de vos fonctions de leader du parti politique André Diouf PADS, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Il y a plus d'1 an, on vous a vu vous agiter, c'est pas péjoratif, autour de l'affaire des terres de Ndengler, avec l'homme d'affaires Babacar Ngom, le patron de Sedima, qui a obtenu un titre foncier de dizaines et des dizaines d'hectares là-bas. Les autochtones ont toujours protesté. Il y a eu médiation et qu'on a laissé des portions à des locaux pour pouvoir cultiver et gagner leur vie. Nous sommes à la veille d'une nouvelle saison de pluie. On est à la limite, c'est toujours le statu quo, puisque l'affaire n'est pas complètement vidée. Les suites de cette affaire Ndengler, vous les voyez comment? C'est pas Ndengler seulement, Babacar, c'est tout le pays. C'est tout le pays. C'est quand je parlais tout à l'heure des problèmes et que j'ai dit la guerre est à nos portes, j'ai évoqué dans notre entretien les centaines de milliers d'hectares qui sont vendus. C'est-à-dire qu'on est en train de créer les conditions d'un embrasement de notre pays. Vous n'exagérez pas un peu? Oui, probablement. C'est ça qu'on va dire. Donc, il ne faut pas en parler, parce que si on parle, on exagère. Mais comment vous pouvez arracher des centaines de milliers d'hectares à des gens et croire que ça va continuer à se passer correctement? Non, non. C'est le président de la République lui-même qui dit au ministre Moustapha Souran, que Dieu l'accueille en son paradis, qui présidait la commission sur la réforme foncière. La commission de la réforme foncière. Je vous félicite, mais il y a une recommandation que je n'appliquerai pas, c'est le transfert de la gestion des terres aux maires. Il ajoute, si nous le faisons, dans 2 mois, il ne restera plus de terre au Sénégal. Il ajoute, ils vont tout vendre et ils vont vendre cela aux étrangers. Alors aujourd'hui, on parle de 500 000, 600 000 hectares, je ne sais pas combien. Vous croyez que ce n'est pas un problème? Attendez, moi, vraiment, je ne suis pas aussi optimiste que vous. Et sur Ndengler, comment vous entrevoyez l'avenir? Non, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il faut déposséder Babacar Ngom de ces terres-là? Non, vraiment, je ne maîtrise pas le dossier. Moi, j'étais allé rencontrer avec mes collègues députés comment dirais-je, les paysans. Je les ai écoutés, je suis allé visiter. C'est là-bas d'ailleurs qu'un des vigiles a sorti une arme. Ensuite, nous avons rencontré, nous les députés, Babacar Ngom, qui a donné aussi sa version. Après, j'ai appris qu'il y a eu, disons, un dégel. Je m'en suis pas... Provisoire, Oui, donc, voilà, j'ai soulevé cette question à l'Assemblée, mais dans le cadre global de la politique, ou de l'absence de politique dans ce domaine-là. Je crois qu'on ne peut pas avoir une agriculture fiable et véritable
si on ne règle pas la question foncière. Donc, l'un dans l'autre, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur nos têtes et j'ai le sentiment que nous ne prenons pas encore suffisamment l'ampleur de ces menaces. Mamadou Diop Decroix, à JPADS, votre parti politique, des derniers remparts de la gauche sénégalaise. Il y a quelques années, vous aviez tenté un grand rassemblement, les grandes retrouvailles de la famille de la gauche sénégalaise. Ça n'a jamais pris. Ce projet est-il définitivement tombé à l'eau ou assiste-t-on justement ou tout simplement à la mort des idéologies au Sénégal? Même les derniers partis politiques qui sont nés ne veulent se réclamer d'aucune obédience gauche-droite. Ça fait partie des problèmes aussi. Celui qui parle de mort des idéologies porte une idéologie. Alors, nous revendiquons évidemment notre identité. Je ne dis pas de gauche, d'avant-garde, parce que nous sommes dans un pays musulman, 95%. Le livre des musulmans a une compréhension de gauche et droite. La droite, c'est ce qui est bien. La gauche, c'est ce qui n'est pas bien. La gauche en France, c'est parce que le président de l'Assemblée, ceux qui étaient à sa gauche dans la salle, avaient voilà, une façon de voir, etc. etc. Et ceux qui la partition de l'hémicycle en gauche et à droite. C'est tout. Bon, mais on a importé le concept ici. C'est pour vous ça avez été victime aussi de la colonisation, avouez-le. Tout à fait, oui, bien sûr. Mais je suis de ceux, moi, vous êtes anticolonialiste et en même temps vous... Je remets en cause ces concepts. Je les remets, depuis toujours, je remets en cause un certain nombre de concepts. Ça n'a pas de sens qu'on le dise dans un pays comme le Sénégal. Donc, la seule alternative crédible au Sénégal aujourd'hui, c'est celle-là. Parce que la gauche, vous dites? Oui. C'est la seule alternative crédible au Sénégal. Les politiques néolibérales qui ont été appliquées en Afrique depuis les années 80, fin des années 70, début des années 80, ces politiques néolibérales nous ont mis au fond du gouffre. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut pour relever ça? Il faut une vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision ne peut pas sortir le pays de ses difficultés. Et là, on ne réinvente pas la roue. On est encore dans le système capitaliste international de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mamadou Diop Decroix, l'invité du grand jury, merci. Vous êtes député et leader du parti politique And Jëf PADS, à JPADS, du moins une partie de ce parti-là, parce que l'autre revient à votre ancien compagnon Landing Savané. Merci d'avoir suivi le grand jury. Restez avec nous, les programmes continuent. Merci à Yaya. Babacar, je souhaiterais quand même réagir. Hein. Je crois Il nous reste plus de temps. Oui, d'accord, mais bon, vous avez à la fin envoyé quelques salves là. Je crois qu'il faut... Non, nous sommes unitaires. Nous estimons que tous ceux qui se battent contre la situation qui est faite au Sénégal doivent s'unir. Merci. Merci à tous nos auditeurs, à Magui et à ses collaborateurs du service digital.